Allez, on se penche aujourd'hui sur une question qui nous concerne tous, vraiment. C'est une exploration, à travers le regard du philosophe David Le Breton, de la manière dont notre monde tout numérique est peut-être en train de changer en profondeur la nature même de nos relations, de nos liens les uns avec les autres. Pour commencer, une question toute simple, mais qui en dit long. Juste réfléchissons une seconde à nos propres habitudes. Depuis ce matin, combien de fois on a eu ce réflexe presque sans y penser? Et là, le chiffre, il est juste dingue. Une étude a montré que les utilisateurs britanniques regardent leur téléphone en moyenne 221 fois par jour. Ça donne le vertige, non? Ça montre bien l'ampleur de cette dépendance, cette espèce d'hypnose permanente qui nous fait garder la tête baissée sur nos écrans. Et justement, cette dépendance, c'est notre premier point. Le smartphone, il a complètement changé de statut. Avant, c'était un outil. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'extension de nous-mêmes. Une présence de tous les instants, et on va le voir, c'est devenu quasi obligatoire. Ce qui est fou, c'est de voir comment ça a basculé. Avoir un smartphone, ce n'est plus vraiment un choix, c'est une nécessité. Pour prendre un billet de train, faire une démarche administrative, ou même juste pour lire le menu au resto, de plus en plus, on supprime les intermédiaires humains, ce qui nous rend complètement captifs de ces appareils. Et David Le Breton a une image très parlante pour décrire ça. Il dit que ce n'est pas tant le Big Brother qui nous surveille et nous oppresse. Non, c'est plutôt une Big Mother, une mère bienveillante qui nous enveloppe, qui nous propose un divertissement sans fin pour combler le moindre petit moment de vide. Et on y plonge volontiers. Alors, venons-en au cœur du diagnostic de Le Breton. Il fait une différence absolument fondamentale entre deux mots qu'on utilise souvent l'un pour l'autre, la conversation et la communication. Et c'est là que tout se joue. D'un côté, il y a la conversation. Ça implique de la réciprocité, de la lenteur, la présence physique de l'autre. Le silence dans une conversation, ce n'est pas un problème, c'est un moment de réflexion. Et de l'autre côté, on a la communication. Là, tout est question d'utilité, de vitesse, d'efficacité. Elle est interactive, oui, mais pas dialogique. Et pour la communication, le silence, c'est l'horreur. C'est une panne du système qu'il faut combler tout de suite. Et pour expliquer ça, Le Breton s'appuie sur une idée d'un autre philosophe, Jean Baudrillard. En gros, la communication numérique, c'est une simulation de la conversation. Elle nous donne tous les signes du contact, de l'échange, mais sans la substance, sans la présence réelle du monde, et surtout sans les risques et l'imprévu d'une vraie rencontre. Ok, mais alors, concrètement, ça donne quoi de privilégier la communication à la conversation? Eh bien, il y a un coût humain et sociétal qui est bien réel. D'abord, il y a des conséquences bien physiques. Une enquête de 2023 montre que près de la moitié des ados dorment moins de 7 heures par nuit. C'est un vrai déficit de sommeil. Et bien sûr, c'est directement lié au temps passé sur les écrans, avec le portable qui nous suit jusque dans le lit. Mais ça ne s'arrête pas au sommeil. Le bilan pour notre cerveau, pour nos émotions, il est assez lourd. Les études le montrent, notre attention est complètement fragmentée. Notre culture générale s'affaiblit. Pourquoi s'embêter à retenir quelque chose si Google est là? Et même notre empathie diminue, parce que l'autre, derrière un écran, devient plus abstrait, plus facile à ignorer, à éteindre. Et là, il y a un truc qui est quand même assez ironique, un vrai paradoxe. Beaucoup de grands pontes de la Silicon Valley, ceux qui ont créé ces technologies, eh bien, ils en protègent leurs propres enfants. Steve Jobs, par exemple, limitait drastiquement l'usage des écrans à la maison. C'est un signe, non? Ils savent très bien quels sont les effets de leur création. Quand on pousse cette logique de retrait à son paroxysme, on arrive à un phénomène qui a même un nom, les hikikomori. C'est plus qu'un simple problème personnel, c'est un véritable phénomène de société. C'est une fuite du monde réel, jugé trop dur, trop angoissant, pour se réfugier dans un cocon numérique où tous les contacts sont maîtrisés. Et ce n'est pas anecdotique. Pour donner une idée de l'ampleur, on estime qu'il y a plus de 250 000 hikikomori rien qu'au Japon. Mais aujourd'hui, le phénomène est mondial. Il répond à une angoisse très contemporaine face à la pression de la performance, du lien social. Bon, le tableau a l'air un peu sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. Le Breton identifie des actes de résistance, des antidotes simples mais hyper puissants pour reprendre la main. Il propose des choses très simples en fait. 3 pratiques pour lutter contre cette injonction à être connecté en permanence. Marcher, faire silence et tout simplement se déconnecter. Prenez la marche, par exemple. Ce n'est pas juste du sport, c'est un acte de résistance. C'est choisir délibérément la lenteur, la curiosité, dans un monde qui ne jure que par la vitesse. Marcher, c'est libérer son esprit de l'écran, et c'est créer l'espace physique et mental pour qu'une vraie conversation puisse naître. Et ça me fait penser à cette superbe image de Montaigne. Il parlait de se réserver une arrière-boutique, un espace intérieur bien à soi, à l'abri du bruit du monde, des notifications, des sollicitations. C'est dans ce refuge intérieur qu'on peut se retrouver soi-même et être vraiment libre.
Et tout ça, ça nous amène au point final, qui est peut-être le plus fondamental de tous dans cette analyse, l'importance absolument centrale du visage humain. L'idée clé, la voici. Le visage, c'est le point d'ancrage de toute interaction humaine qui a du sens. La présence physique de l'autre, incarnée par son visage, c'est la condition sine qua non de la conversation. Mais pourquoi? Pourquoi ce visage est-il si capital? Parce qu'il porte en lui toute l'éthique de l'échange. Il expose notre vulnérabilité, il permet d'établir la confiance, et surtout, il nous rend responsables de ce qu'on dit. C'est beaucoup plus difficile de blesser ou de mentir quand on doit regarder l'autre dans les yeux. Vous voyez, l'opposition est totale. D'un côté, il y a le visage, qui est synonyme de responsabilité, de présence. De l'autre, il y a le masque en ligne, le persona, qui offre l'anonymat et donc l'impunité. Cette absence de visage sur les réseaux sociaux fait sauter toutes les inhibitions et ça peut transformer les échanges en un immense carnaval où tout est permis, pour le meilleur et souvent pour le pire. Et on va finir là-dessus, avec cette question qui finalement résume tout l'enjeu. Dans un monde où les visages s'effacent derrière les écrans, où les regards sont constamment baissés, que devient ce qui fonde notre lien social ? La réponse, elle se trouve sans doute dans notre capacité à relever la tête et à choisir encore et toujours la conversation.